Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Café Citoyen organisé par l'association Vox Populi dans un café situé dans le centre-ville de Clichy-sous-Bois. Armelle Bomboli reçoit aujourd'hui Axel Desandier, délégué national, Ali Méziane et Alexandre Edara du groupe d'Emmanuel Macron En Marche. Ils évoquent les sujets qui ne sont pas habituellement traités sur les grands médias conventionnels, les sujets qui fâchent. On va commencer par un des chantiers qui est celui prioritaire, et ça tombe bien parce que nous, Vox Populi, je vais juste en préambule rappeler quel est notre objectif. On travaille beaucoup sur la thématique d'éducation et des décrochages scolaires et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on considère et on utilise l'art et la culture pour pouvoir justement ramener les jeunes et les moins jeunes vers ce que nous on appelle ces éléments de vie qui vont faire que ces gens-là vont vouloir prendre leur vie en main. Parce que finalement, on se rend compte que grâce à l'art et l'éducation, on arrive à susciter de la réflexion et de l'émotion, et que lorsqu'on est dans ces registres-là, on est à ce moment-là acteur et moteur de sa vie. Et on le voit bien, parce que de l'autre côté, tout ce qui est radicalisation, djihadisme, etc., justement, lutte contre l'art et la culture, parce que justement ce sont des sources de vie. Donc j'ai vu que dans le programme de M. Macron, son premier chantier c'était l'éducation, d'accord ? Et donc en cela on partage ce point de vue-là. Maintenant, au niveau de l'éducation, il y a certains candidats qui parlent de supprimer des fonctionnaires. Alors quid de cette question ? D'autant plus que nous, pour avoir échangé pas mal avec un certain nombre de professeurs, ils sont assez inquiets tant au niveau des moyens, mais aussi entre guillemets, des effectifs au niveau des classes. Alors, parce que entre enseigner à Clichy-sous-Bois et enseigner à Neuilly, avec des effectifs entre guillemets dans les mêmes dimensions, on n'a pas la même qualité de cours. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? D'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation. Moi, je suis très très heureuse d'être là. Je pense que c'est un sujet très important. J'ai beaucoup aimé en fait quand vous avez commencé en disant « Nous, on ne croit pas au Messie, on croit que chacun doit prendre sa vie en main ». Et pour moi, en l'occurrence, vous savez, je suis une citoyenne. Je ne faisais pas de politique il y a 6 mois. Mais moi, ça, c'est un socle très important qui a fait que j'ai voulu m'engager en marche et que nous, on parle beaucoup de ça, du pouvoir que chacun d'entre nous a sur sa vie pour changer les choses. Nous, il y a un mot qu'on dit tout le temps, c'est l'émancipation. C'est l'émancipation de l'individu. D'où que vous soyez, quelle que soit votre origine, quels que soient les imprévus de la vie, vous devez pouvoir avoir une chance dans ce pays, vous devez pouvoir rebondir. Donc pour moi, ça c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, nous, on est portés par ça. On est portés par la conviction qu'on peut ne pas être dans une société individualiste, mais on peut être dans une société où l'individu croit en lui. Et ça, c'est très important. Parce que moi, je me rends compte que des endroits comme Clichy, il y a une envie, des talents, mais vraiment incroyables. Parfois, j'ai l'impression que l'ennemi est dans la tête. Le manque de confiance, le manque d'accès à l'information. Et tout ça, en fait, finalement, vous devenez un peu votre propre ennemi. Vous pensez, de toute façon, ça, je ne pourrais pas le faire, etc. Donc, il y a une volonté. Et c'est pour ça ce que fait votre association, c'est très important. Parce que non seulement vous créez du lien, ça c'est très important, avec l'art, et ça. Mais vous donnez confiance en soi et donc en l'autre. Et quand on fait ça, on lutte contre 1000 choses. Non seulement les propres barrières qu'on s'est mis, mais aussi les autres tentations qu'on pourrait avoir de rejeter l'autre, la haine, la société, etc. Donc, pour moi, finalement, c'est très très important. J'aime beaucoup que vous ayez commencé comme ça. Moi non plus, je ne crois pas au Messie. C'est pour ça que je suis en marche. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je crois qu'un vrai leader, au XXIe siècle, il crée plus de leaders. Pas plus de gens qui suivent BA en disant « ce mec-là va régler tous les problèmes de ma vie ». Donc là-dessus, déjà, on s'accorde. Ensuite, je voulais vous dire, effectivement, nous, notre premier chantier, c'est l'éducation. Et pas seulement l'éducation, mais l'éducation dans le primaire. Parce qu'on s'est rendu compte que là, il y a des enjeux énormes. L'éducation nationale et les gouvernements précédents ont beaucoup axé sur le collège. Mais en fait, tout se joue bien avant ça. Il y a des enjeux d'éducation qui sont énormes. Donc, comme vous le savez,
Nous, on a décidé de diviser le nombre d'élèves d'élèves par 2. C'est pas un détail quand même, d'avoir une classe divisée par 2, ça aide, ça permet du suivi très différent. Ça permet, en plus des outils pédagogiques nouveaux comme le numérique, etc., qui permet d'individualiser, de vraiment de prendre soin des élèves et des élèves en difficulté. Donc moi, je suis d'accord avec vous, les moyens, les bons profs, et effectivement, la possibilité d'être à 12 au lieu de 24 dans une classe, c'est pas rien. Donc moi, pour revenir sur votre peur, il n'y aura pas de diminution. Quand on dit 120 000 fonctionnaires en moins, quand on dit ça, c'est 120 000 fonctionnaires qui partent et qu'on ne remplace pas. Mais évidemment, vous vous rendez compte, c'est absolument pas les hôpitaux et l'éducation qui sont concernés par ces non-renouvellements de postes. Au contraire, nous, on veut surtout aussi redéployer les professeurs là où ils sont le plus nécessaires. Vous savez, quand on annonce 6 chantiers et qu'on met le premier chantier, l'éducation, on est cohérent, on sait ce qu'on fait. Donc c'est pas là pour dire après, finalement c'est là qu'on va faire les baisses d'effectifs et tout. Surtout que nous, on a un tout petit peu l'avantage d'être un mouvement politique qui a 10 mois. Nous, on n'était pas là avant. Donc nous, et moi, encore une fois, moi je suis une citoyenne qui a repris sa place dans le débat public. Donc moi, je suis comme vous. Moi, j'y croyais plus. Et moi, je supporte plus les promesses très différemment parce que forcément, nos parcours et les difficultés sont pas les mêmes. Mais moi aussi, comme vous, j'ai l'impression qu'on fait des promesses et qu'on voit pas les résultats. Donc moi, je me suis pas engagée dans un mouvement qui va faire exactement la même chose. C'est pour ça que nous, quand on dit qu'on va faire les 6 chantiers, on va faire les 6 chantiers. Quand on dit que l'éducation, c'est la priorité, on va le faire. Et quand on dit que l'éducation, c'est notamment la priorité dans les quartiers et dans les zones prioritaires, c'est qu'on s'engage à le faire. On sait bien que le pays est malade de ça. Je demandais à Ali les taux d'abstention ici. C'est dramatique. Donc ça, c'est un échec des 30 dernières années. Justement, alors pour rebondir, et vous parliez d'Ali, donc l'élu local de terrain, qui est en charge de la jeunesse et du sport. Et Ali est au courant, par exemple, qu'on a mené un certain nombre d'actions avec le collège, en partenariat avec le collège Louise Michel. Et parmi les difficultés rencontrées au sein de ces écoles, pour ces gamins, et là on parle de collège, je ne parle pas encore de lycée et autres, c'est la question des stages. Ces gamins qui vont jouer le jeu de la République, qui vont s'inscrire eux aussi dans un parcours d'excellence, lorsqu'ils vont arriver au bout de leur parcours, vont se retrouver avec des problématiques pour trouver un stage qui va permettre de valider leur formation, trouver après un emploi ou une formation, c'est pour ceux qui sont en alternance. Résultat, on se retrouve avec un certain nombre de jeunes qui... non pas par manque de confiance en soi, parce qu'effectivement, vous avez évoqué de la situation de la confiance en soi, mais on a beaucoup de jeunes qui ont confiance, et de moins jeunes, qui ont confiance en eux. Mais arrivés au bout du parcours donné par la République, ils se retrouvent avec une fin de non-recevoir. Et c'est là où arrivent les problématiques de désespérance qui laisse entrer les questions de après radicalisation, puisque certains vont s'engouffrer là-dedans pour dire vous voyez, vous n'êtes pas considérés comme les autres. Et c'est dans ce cadre-là que nous, par exemple, Vox Populi, on a sollicité un partenariat avec Jean-Marc Mormec, qui est délégué interministériel à l'égalité des chances, auprès duquel on avait remonté ces problématiques de stage. Et lui, concrètement, et ça, c'est après, là, je vous donnerai la parole, il a signé un certain nombre de conventions avec des entreprises pour justement pourvoir à ces stages. Maintenant, vous, dans le cadre d'En Marche, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ces luttes contre la discrimination ? Bon, alors moi, je vais vous dire, vous connaissez, j'imagine, Saïd Amouche de Mosaïque RH. Oui. Donc, non mais parce que Saïd, c'est quelqu'un... donc moi, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a plus d'1 an à Fier de nos talents, en fait, à Bercy, qui était organisée par Emmanuel Macron, déjà à l'époque où il était ministère de l'économie. Et Saïd me parlait de ça, effectivement, en disant, bah voilà, si tu t'appelles Mohamed et que tu envoies ton CV, c'est absolument pas la même chose quand tu t'appelles Michel, et il y a ton adresse, et il y a... Donc ça, qui joue énormément. Donc nous, pour moi, il y a 2 enjeux. La loi peut faire les choses, et c'est culturel, c'est 2 combats. La loi, c'est la politique, nous, ce qu'on appelle le testing. Et donc le testing et le name and shame, on le fera. Et pour l'inégalité salariale femmes-hommes, qui est aussi une réalité, et les inégalités, les discriminations liées à la diversité. Donc en fait, nous, le défenseur... Tout.
C'est-à-dire le défenseur des droits va multiplier les testings aléatoires des entreprises pour voir qui fait de la discrimination, qui fait de l'inégalité salariale. Moi, mon combat, c'est que sans la loi, ils ont envie d'aller embaucher des gens qui viennent d'ici. C'est ça le vrai combat. Le vrai combat, il est culturel. C'est pour ça que j'allais vous répondre. Pour moi, il y a la loi. Mais moi, mon rêve, c'est qu'il n'y ait pas besoin de mettre ce bâton-là pour qu'ils se disent les talents, ils viennent d'ici. Ces jeunes-là, ils ont envie de faire ça. Oui, et donc cet enjeu-là, encore une fois, il est culturel. Ça veut dire quoi, il est culturel ? Il nous faut des rôles modèles. Il faut que moi, je ne vienne pas vous voir une fois tous les 5 ans quand il y a une campagne présidentielle. Il faut que vous soyez dans les ministères, dans les bureaux. Les associations, elles font un travail incroyable. Des associations comme vous, les associations comme celle de Saïd, etc. Mais on peut pas laisser cette responsabilité de la République uniquement à vous. Ça, c'est pas possible. Mais pour moi, c'est vraiment un enjeu qui est extrêmement culturel aussi. C'est-à-dire qu'on se rende compte qu'il y a des réussites dans ces quartiers, qu'il y a des réussites qui sont monstrueuses, que c'est une valeur ajoutée d'avoir ces gens-là dans une entreprise. Moi, je vais vous le dire, si vous mettez dans une pièce 5 personnes qui ont la même origine, le même diplôme, le même âge, et vous mettez dans la pièce d'à côté 5 personnes, origines différentes, pas le même diplôme, pas le même âge, c'est la deuxième pièce qui va être la plus efficace, c'est la deuxième pièce qui va être la plus créative. Et ça, c'est un enjeu culturel. Ça, c'est un enjeu, ça peut être des campagnes, mais ça peut être aussi incarner ça. Que vos rôles modèles incarnent ça. Et nous, on a aussi un rôle de porter ça aussi avec vous. Donc pour moi, il y a la loi, et ça, on va le faire, et il y a la culture. Et ça, je veux dire, quand moi, on me dit Clichy-sous-Bois, ou que je pense au 93, je pense à des réussites. Je pense à vraiment à la force et à la richesse qu'il y a dans ces quartiers. Et encore une fois, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est un enjeu social, ce dont on parle. C'est un enjeu d'innovation, c'est un enjeu économique. La force de mon pays, la vitalité économique de mon pays, elle repose là-dessus. Elle repose sur le fait d'aller chercher cette diversité et cette richesse. Et ça, c'est un message que j'ai jamais entendu. Ça, c'est un message qui est absolument pas assez porté politiquement. Ali, élu de terrain, donc qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ce que tu as dit sur la discrimination, elle est flagrante au jour le jour. Moi, je le vois, ne serait-ce que pour des petits collégiens de 3e, pour le fameux stage obligatoire de 5 jours. Quand je vois le nombre de jeunes qu'on est obligé de prendre en mairie parce que malheureusement, les sociétés ne veulent pas les prendre parce que c'est déjà une charge pour eux, les stagiaires. Alors en plus, quand ils ont 14-15 ans et ils sont en 3e, c'est compliqué. Donc on essaye de faire avec les moyens qu'on a. Mais moi, par rapport à ce qui a été dit, notamment sur la discrimination, quand on a un candidat comme Emmanuel Macron, au jour d'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on doit être à plus de... Comme vous savez, il y a juste après les élections présidentielles, les élections législatives. D'accord ? Là où on vote les lois. Quand vous voyez que moi, depuis je ne sais combien d'années, on nous dit oui, on ne se sent pas représenté à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je peux le dire tranquillement et sereinement, et ça, j'ai même pas besoin d'en rajouter puisque c'est sur le site et vous pouvez, même vous, si vous le désirez, en tant que société civile, postuler pour être député de la République. On a 14 000 candidats pour 577 circonscriptions, une moyenne de 30 à 35 candidats par circonscription. Ouverte à la société civile, ouverte bien entendu avec la parité obligatoire, société civile, des gens de profession libérale, des agriculteurs, des simples ouvriers ou des chômeurs, des profs, vraiment ouvert vraiment à tout le monde. Et aujourd'hui, franchement, quelles que soient nos origines sociales ou ethniques, puisque c'est souvent ça qui nous est reproché, c'est toujours les mêmes qu'on voit qui nous représentent. Aujourd'hui, c'est les seuls candidats qui le proposent. Alors, je ne sais pas combien le résultat à la fin, qu'est-ce que ça donnera. J'espère qu'on aura une majorité, en tout cas juste après, qui nous permettra de gouverner et que vous verrez, la nouvelle Assemblée nationale avec Emmanuel Macron sera à l'image de la France. Et notamment, je pense que les mieux placés, vous parliez de moi en tant qu'élu de terrain, mais on est beaucoup comme ça d'élus de terrain qui sont en marche. Vous verrez qu'on sera représenté par des gens de terrain qui savent de quoi ils parlent, et bien entendu au niveau des lois ils seront très attentifs à ce que les lois justement pour empêcher les discriminations, et bien entendu ils seront dans les administrations, dans les différents ministères. Plus vous aurez des gens proches d'Emmanuel Macron qui ont cette conception de la France d'aujourd'hui, multiculturelle, et surtout avec l'énergie, les compétences qu'on a, parce qu'aujourd'hui ça a été dit, on a des compétences, mais encore une fois c'est juste, l'idée c'est il y a des gens qui sont un peu, on va dire, privilégiés par rapport, vous parliez de l'emploi, de la formation et tout, l'idée c'est de remettre au même niveau, c'est-à-dire que l'égalité républicaine soit au même niveau. Et je pense que pour avoir lu quand même, parce que ce serait vous mentir que faire la langue de bois, de dire oui c'est le meilleur. Oui, pour moi c'est le meilleur parce que j'ai aussi lu les autres programmes au niveau de
faisabilité, au niveau aussi de l'image. Et moi, ce que je pense qui est fort, puisque là, on est à Clichy-sous-Bois, un territoire qui est quand même enclavé, j'espère bientôt avec l'arrivée du tramway et du métro, on sera plus dans ce cas, mais la réalité, c'est que cette discrimination qu'on ressent, je pense qu'Emmanuel Macron, je pense que c'est historique. Enfin, quand vous allez sur Internet, des simples citoyens de la société civile peuvent postuler c'est pas pour être maire ou pour être conseiller municipal, c'est pour être député. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que le candidat Macron, bien entendu, il est là par rapport aux valeurs, mais je pense que il donne la possibilité, l'exemple que je donne pour l'initiative, mais aussi dans tout, pour les formations, pour le travail, pour l'emploi. Et je voudrais juste te dire, nous, on a juste annoncé 14 candidats pour le moment, des 577 qui seront députés. Je vous invite à aller voir leur profil sur le site internet d'En Marche. Vous allez voir, c'est des profils de la société civile, mais la diversité, elle est déjà présente. C'est-à-dire que la démocratie, elle est malade de ça. Moi, je crois à la démocratie représentative, mais elle ne nous représente plus. Encore plus vous, moi. Et donc, en fait, nous, ce qu'on veut faire, dans les 14 candidats, il y a déjà des élus, donc des métiers différents, élus de la diversité. Et pour nous, ça, c'est très important. Il ne suffit pas de dire il y aura la société civile. Non, il y aura la société civile qui sera à l'image de la France. Et c'est très difficile de connaître un problème quand vous êtes si loin de ce problème. C'est pour ça que l'enjeu de représentativité, il est énorme. Ce que je disais, je vous invite à aller voir les 14 premiers candidats investis de En Marche, qui ont été annoncés il y a 3 jours, et c'est sur le site internet. Vous allez voir les profils issus de la diversité. Vous allez voir, parce que la meilleure façon de croire qu'il n'y a pas de problème, c'est d'être dans un microcosme où vous ne connaissez pas ce problème. Une fois que vous mettez des gens du terrain, issus de la diversité, qui ont vraiment eu 1000 fois plus de galères que moi pour réussir, ça change la façon dont vous faites les lois, ça change la République, parce que finalement, vous les connaissez, ces problèmes. Donc l'enjeu de représentation, il est énorme. Et Ali, il a raison de le dire, on est les seuls à avoir fait ça. 14 000 candidatures citoyennes, 577, et nous, on s'est engagés sur les 5 critères. La probité, pas de casier judiciaire, la parité, ça c'est important, et évidemment la pluralité des opinions et la diversité. On s'y est engagé. Vous regardez parfois les questions au gouvernement le mercredi, quand ça passe sur France 3, c'est effondrant. Je veux dire, ni diversité, ni mixité. On se croirait dans une assemblée d'il y a 50 ans. Il y a un vrai enjeu là-dessus. C'est pour ça que nous, on a besoin de gagner cette présidentielle, parce que si cette révolution-là, on veut la faire, parce que les législatives, c'est un mois après. C'est derrière, donc les deux sont complètement liés. Mais cette révolution-là, on veut la faire. Et c'est pas une petite révolution, parce que les rôles modèles, les gens qui connaissent ces problèmes-là, les gens qui sont issus de ces quartiers, on a besoin qu'ils soient à l'Assemblée nationale. On en a besoin. Merci pour cette réponse. Maintenant, il y a un sujet que j'aimerais aussi aborder. On a parlé effectivement d'éducation, de la discrimination, c'est l'emploi. Vous êtes ici donc à Clichy-sous-Bois, comme je disais, il y a énormément de jeunes et de moins jeunes qui ont des talents et des envies. Maintenant, se pose la question des moyens. Comment faire pour que des gens qui ont des projets et des choses à apporter, parce que comme vous l'avez dit, il y a énormément de richesse, d'intelligence ici. Mais faute de moyens, faute de réseau, les gens n'ont pas cette opportunité de se créer leur premier emploi, et ou d'accéder, entre guillemets, à cette possibilité, entre guillemets, d'avoir une vie digne, puisque le travail, c'est d'abord le premier pas pour moi vers la dignité. Donc ici, par exemple, on a M. Mourad qui a des envies et qui a certainement une question à vous poser à ce sujet. Alors voilà, enfin moi je vais vous parler de mon cas personnel bien sûr. Après la quarantaine, je me suis retrouvé donc au chômage et j'ai découvert le fonctionnement de Pôle emploi qui a des procédés très bizarres en fait. Pôle emploi sous-traite son travail, il a donné en fait son... Comment vous expliquer ça? Je ne sais pas si vous êtes au courant du fonctionnement de Pôle emploi. Pour rechercher du travail, on est obligé de passer par d'autres entreprises, autres que Pôle emploi, ne serait-ce que pour une formation, ne serait-ce que pour une information, voilà, oui, pour un travail. Donc, on se retrouve après la quarantaine, des gens comme moi qui n'ont pas le bac. J'ai même voulu faire... Dans mes péripéties, je voulais même pousser des chariots à Roissy. On m'a demandé un bac+2, vous vous rendez compte,
pour pousser des chariots à Roissy. Donc c'est du réel, je l'ai vécu moi-même. Donc alors à mon âge, bien sûr, comme je ne peux plus repasser mon bac, je suis obligé de m'orienter vers, vers des entreprises. J'ai eu quelques idées, mais manque de moyens. Et vu que je suis loin de Paris, comment est-ce que je pourrais faire ? Comment est-ce que vous voyez la vie des gens comme nous, quoi ? Bon, alors, déjà, à vous entendre, j'ai l'impression que Pôle emploi, finalement, vous a jamais vraiment aidé. Hein. Non, Pôle emploi ne m'a jamais aidé. J'ai passé des tests pour accéder à des formations que j'ai réussi. Et après ces tests, on a fait des entretiens. J'ai eu 2 entretiens qui ont duré 5 minutes, hein, mais qui n'ont abouti à rien du tout. Et ils m'ont même pas expliqué pourquoi. J'ai été refusé à des formations, hein. Même pas à un emploi. C'était pas un entretien d'embauche, c'était un entretien pour accéder à une formation. C'est quand même, ridicule. Il y a 3 choses. Bon, déjà, il y a un enjeu de l'administration qui est extrêmement important. C'est-à-dire, mais c'est pour ça que nous, quand on dit le mot autonomie et responsabilisation de l'administration, tout le monde nous tombe dessus. Alors que nous, on pense que c'est essentiel. Que quand vous ayez à Pôle emploi, ils se fixent des objectifs de résultats, d'accompagnement. C'est pas l'administration où vous allez pour aller dire vous savez, vous devez y aller une fois par mois pour aller dire c'est pas ça l'administration. L'administration, elle doit vraiment avoir un rôle d'accompagnement. C'est comme une start-up de l'emploi. Et donc nous, quand on parle de responsabiliser l'administration, c'est très important. Ensuite, moi, il y a le mot que vous avez dit beaucoup qui est formation. Que vous avez dit. Est-ce que vous savez combien il y a d'organismes de formation en France, hein ? 60 000. Non mais 60 000 non mais vous imaginez, hein, donc 60 000 organismes de formation qui n'ont rien à prouver sur leur efficacité, hein, qui sont parfois chers sans résultat, qui vous emmènent nulle part. Donc ça, c'est dramatique. Et la formation, ça coûte 30 milliards par an, hein, pour un résultat de rien du tout. Hein. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a énormément axé parce que c'est très très important. La formation, si elle est efficace, vous n'avez pas le bac, vous venez de me dire. Donc vous avez des compétences peut-être à créer, à trouver qui sont essentielles et pas en 150 heures parce que généralement on propose des formations de 150 heures, etc. Non, des formations de 3 mois, de 6 mois, voire d'1 an quand c'est nécessaire. Et bien nous, c'est ce à quoi on s'engage. Non seulement on s'engage à des formations longues quand c'est nécessaire, le monde il a changé, il y a des nouveaux métiers qui sont là, mais aussi on s'engage à ce que la formation elle soit efficace et utile. Donc nous on va créer ce qu'on appelle une fonction publique de la formation. Et dans la fonction publique une fonction publique de la formation. Donc ça veut dire pour être labellisé efficacité de la formation, combien de gens retrouvent un emploi, quel genre d'emploi. Donc nous, de toute façon, quand vous êtes dans un barnum de 60 000 labels, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et quand ça coûte 30 milliards par an à la France et que finalement ça ne remet personne au boulot, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous, non seulement on s'est engagé à ça, et on s'est engagé à ce que ceux qui en profitent le plus sont les gens peu qualifiés, vous, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas le bac ou le niveau du bac, parce que 80% des chômeurs sont des gens qui n'ont pas le bac ou niveau bac. C'est ça la réalité de la France. Donc c'est vous qui devez avoir accès à ça en premier. Et bien sûr les jeunes. Parce que le chômage des jeunes, donc vous êtes dans la catégorie, donc, comme vous dites senior, vous êtes touchés aussi, mais les jeunes aussi sont très touchés par ça. Donc nous on s'engage, et dès qu'on arrive, ça part, 1 million de jeunes conformes et 1 million de gens avec ce qu'on appelle en fait emploi peu qualifié et sur des formations qui valent le coup. Mais moi je pense que quand même il y a un enjeu, vous voyez, quand vous me racontez votre expérience à Pôle emploi, c'est incroyable. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est incroyable que ça soit comme ça en 2017 avec 10% de chômage en France et avec un taux de chômage de 50% ici. Ça c'est pas possible. Donc soit on peut dire c'est formidable, l'État peut tout, etc. Non, soit on responsabilise un peu la formation, on la change, on lui donne un autre état d'esprit et on la rend plus efficace. Alice, tu veux peut-être compléter ou... Oui, je vois, par rapport à ton témoignage, et malheureusement des témoignages comme ça, j'en ai tous les jours, et des jeunes et des moins jeunes. Hein. Et c'est vrai que une des spécificités par rapport au programme de Macron qui me plaît, c'est sur la formation. Parce qu'au-delà des soucis aujourd'hui de formation, il y a on va dire d'ici 10-15 ans, il y a des métiers qui n'existeront plus, et il y a des nouveaux qui arriveront. Et je pense que si on ne prépare pas, alors il y a la transition énergétique par rapport aux emplois verts, mais il y a aussi d'autres jobs, notamment dans le numérique, qui vont se déployer d'ici 10-15 ans. Et donc si on ne prépare pas dès maintenant les nouvelles générations à ces métiers-là, on risque de se retrouver encore avec des jeunes qui sortiront de l'école sans formation et qui ne seront pas prêts pour ces nouveaux métiers. Et encore une fois, on dira, c'est toujours les mêmes qui en profitent avec les privilèges. Moi je pense que sur la formation, l'enjeu il est vraiment grand, parce que encore récemment, je reçois beaucoup de jeunes avec la fameuse pour l'alternance. C'est un gros souci. Beaucoup trouvent des écoles,
et malheureusement beaucoup sont obligés d'arrêter l'école parce qu'ils ne trouvent pas d'entreprise. Donc c'est un cercle vicieux. Donc à un moment donné, nous comme c'est notre priorité, comme c'est la priorité du programme d'En Marche d'Emmanuel Macron, c'est justement de renverser la tendance et de dire que on a un budget, c'est des milliards d'euros. Et alors, il ne s'agit pas de dire qu'on va l'augmenter de 100%, mais il y aura des efforts de fait et on l'utilisera mieux, ce budget-là. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de se retrouver au chômage, d'aller au Pôle emploi et qu'on vous dise, écoutez, il faut attendre 6 mois ou 1 an pour pouvoir, comme tu l'as dit, pour pouvoir tout simplement avoir un entretien en espérant être reçu. Donc c'est quand même... voilà. Et pendant 6 mois, 1 an, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, c'est aujourd'hui de dire tout de suite, pour ceux qui... 1 million effectivement de jeunes, parce qu'aujourd'hui il y a plus de 100 000 jeunes qui sortent chaque année sans formation. Et ces jeunes qui se retrouvent dans la nature avec tous les soucis que ça entraîne, parce que des fois malheureusement ils sont de bonne volonté, ils sont plutôt gentils comme on dit, mais des fois ils sont entraînés par des jeunes qui eux par contre ne veulent rien savoir, ne veulent ni se former, ni étudier, ni travailler, et veulent continuer. Donc c'est pas normal qu'une minorité prenne en otage cette majorité silencieuse. Et c'est pour ça que vraiment la formation pour moi c'est une des priorités. Et le Pôle emploi, pour te dire, je pense que alors il ne s'agit pas de généraliser, mais je pense que ça dépend aussi des agences, parce que c'est ça aussi. Mais donc, voilà. Justement, pour rester sur cette thématique et un peu avancer sur cette thématique de l'emploi et de la formation, on va aller aussi sur la thématique de l'Europe, qui est pour nous aussi un thème important, puisque vous voyez, on est dans un territoire où il y a plus de 90 nationalités. Beaucoup de nationalités qui viennent d'Afrique subsaharienne, avec aussi de la présence d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Dans le cadre des lois européennes, il y a eu effectivement la directive Bolkestein qui a permis effectivement de mettre en place la possibilité de travailleurs détachés. Okay, et ici, on est sur des territoires où les gens se retrouvent aujourd'hui à être victimes, les premières victimes de ces travailleurs détachés. Parce que lorsqu'ils sont mis en compétition avec des gens qui viennent de Roumanie ou ailleurs et qui payent des charges sociales dans le pays d'origine, comment voulez-vous que les gens qui sont sur ce territoire croient en l'Europe? L'Europe aujourd'hui, vue de ces territoires, c'est plutôt de la concurrence déloyale. Et en plus, je rajouterais une autre chose. Votre candidat donc est favorable à une réforme de l'économie, et nous on est d'accord, à une modernisation de l'économie et du cadre de travail. Et pour cela, effectivement, il incarne un peu on a appelé un peu... on l'incarne un peu sur le thème de l'ubérisation de l'économie. Ok ? Vous avez dit ça ? C'est ce que vous avez dit, pardon, j'avais mal entendu. C'est l'un des inconvénients du café citoyen, mais en même temps, ça permet... Voilà. Le problème, dans un premier temps, cette idée, on est les premiers à l'avoir trouvée géniale. Parce que ça a permis, effectivement, et on l'a vu, de donner un premier emploi à pas mal de jeunes qui étaient dans ces coins, n'ayant pas, pour des questions de discrimination, de formation, etc., la possibilité de travailler. Maintenant, le revers de cette médaille, c'est que ces plateformes numériques et autres, elles ont tourné le système et en ont fait des esclaves, entre guillemets, modernes, puisqu'elles ont mis sur ces individus toutes les charges liées à la fonction qu'elles occupent, et elles ne perçoivent, entre guillemets, qu'un pourcentage sur leur activité, sans prendre les coûts liés aux cotisations sociales, salariales, etc., etc. Et en plus, ces plateformes, qui sont loin d'être bêtes, pour la plupart ne payent pas d'impôts parce qu'elles ont localisé leur siège social dans des pays à bas coût, à basse fiscalité. Donc là, ça introduit encore un message négatif, tant du point de vue européen que du point de vue de la modernisation de l'économie. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Il y a 3 choses. Donc sur l'Europe, nous, vous le savez, on est le candidat de l'Europe, on l'assume, on pense que c'est une chance. Quand on dit qu'on va mettre Erasmus à 200 000 étudiants, 200 000 apprentis, c'est une chance pour la France, ça. Hein. C'est une chance aussi pour les jeunes de ces quartiers. Donc nous, on pense que l'Europe, c'est la solution. Mais pas n'importe quelle Europe.
C'est ça la vérité. Et tous les grands enjeux de société, vous parliez des plateformes numériques. Vous croyez que nous, tout seuls, on va leur dire c'est quoi ce régime fiscal, etc. Ça, c'est des enjeux européens. Hein. La seule raison pour laquelle on a réussi à faire payer Apple qui avait été splanqué à Dublin, qui ne payait pas un impôt à France, c'est parce que l'Europe s'est mis en action en disant bah non, en fait, dans l'Union européenne, ces pratiques-là, c'est pas possible. Donc, l'enjeu fiscal de ces plateformes-là, c'est un enjeu européen. Parce qu'après, moi, je peux vous faire de la démagogie. Hein. Je peux faire comme beaucoup de candidats et vous dire on va faire payer ça, on interdit tous les pesticides demain, etc. La vérité, c'est que c'est faux. C'est pas des enjeux nationaux, c'est des enjeux qui sont ultra européens. Parce que moi, je peux leur dire ça. Si vous voulez que tout le monde parte et aille dans des fiscalités qui soient plus cool en Europe, on le fait. Et là, il n'y a ni vous ni moi qui y gagnons. Donc ça, c'est des enjeux européens et c'est des enjeux que nous, on a clairement dit. L'antidumping social en dehors de l'Europe aussi et l'harmonisation fiscale européenne sur ces enjeux-là. Encore une fois, Apple, il paye pas une thune, hein, il paye pas un impôt. On a été efficace parce qu'on s'est mis ensemble dans l'Union européenne en disant cette pratique-là dans l'Union européenne, c'est pas possible, même si vous êtes à Dublin. Donc ça, c'est un enjeu. Sur les travailleurs détachés, comme vous le savez, Emmanuel Macron, il pense que le problème, c'est les travailleurs détachés illégaux. Parce que, je ne sais pas si vous savez, est-ce que vous savez combien de travailleurs détachés à la France ? On est le deuxième pays européen à en profiter, on a 300 000 nous-mêmes travailleurs détachés. Ah bah oui. Alors du coup, moi je veux bien qu'on dise c'est nul quand c'est chez nous, et puis quand c'est nous qui en profitons, c'est génial. C'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc la vérité, c'est que nous, on a 300 000 travailleurs détachés qui en profitent. Donc l'enjeu, c'est le travail détaché illégal, et effectivement, qui est malheureusement ressenti ici comme de la concurrence déloyale, etc. Mais alors moi, j'aime pas cette compétition-là dans le sens où cette Europe-là, elle doit marcher. Le fait qu'il y ait de la circulation des travailleurs, des talents, etc. Parce que vous ne pouvez pas demander et l'Erasmus, et puis les travailleurs détachés. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça va ensemble que les talents. Donc l'enjeu, c'est lutter contre le travail détaché illégal et qu'il n'y ait pas, enfin que vous puissiez trouver un travail ici. Oui, non mais en fait le problème, ce n'est pas tant que le travailleur soit illégal, puisque dans les appels d'offres, en fait, par exemple, si on prend les Bouygues et autres qui ont vous savez que c'est pas illimité, on ne peut pas prendre 50 travailleurs détachés sur un chantier, c'est pas possible. On ne peut pas, mais par contre, lorsque les appels d'offres mettent en place, entre guillemets, une structure de coûts avec un minima pour pouvoir candidater, ça incite les entreprises qui veulent avoir ces marchés à aller chercher des employés qui vont pour le coup être légaux, mais qui ne vont pas payer les mêmes charges sociales que monsieur qui est là. Et donc là, monsieur ne va pas se retrouver en compétition avec des illégaux, c'est avec des légaux et avec un système qui encourage cela. Oui, mais c'est-à-dire, on peut pas penser, vous comprenez, on peut pas penser l'Europe avec des cases. C'est-à-dire que moi, je comprends très bien comment vous le ressentez, mais il faut savoir aussi que ça crée du travail aussi pour nous. Mais là, on parle de sa vie. Tout à fait. Moi, je vais croiser quelqu'un demain qui va me dire, grâce à ça, j'ai un emploi. En Europe. Oui, mais c'est quelqu'un en Roumanie. J'allais dire. En France aussi, on a 300 000 travailleurs détachés en France qui profitent. 300 000 personnes. Mais attendez. Attendez, je prends un exemple concret. On a vu, et je pourrais vous emmener sur des chantiers, des travailleurs légaux, que ce soit polonais ou roumains ou ce que vous voulez, qui ne viennent que les hommes, entre guillemets, qui vont dormir dans des petits hôtels Formule 1, etc., à plusieurs, ne vont, entre guillemets, encaisser leur paye que pour l'exporter, la renvoyer dans leur pays d'origine. Et donc ça fait qu'en termes au niveau du pays, ça fait qu'au niveau de la sécurité sociale et des caisses sociales et salariales, il n'y a pas d'encaissement pour le pays. Et ensuite, au niveau de l'activité et du commerce local, c'est pas des gens qui consomment par rapport à... Je sais ce qu'est un travailleur détaché, donc je comprends très bien ce que vous me dites. Mais moi, si je vous dis demain, on arrête les travailleurs détachés, il y a 300 000 personnes en France qui d'un coup vont perdre leur job. 300 000. Non, mais c'est pas des gens qui viennent de l'étranger. Non, mais ça existe. Mais nous aussi, on en profite. Il y a des gens de France qui partent. Non, mais attendez. Au niveau, c'est peut-être là où on a un problème de perception, c'est que une grosse partie de l'activité des travailleurs détachés, elle tourne autour du bâtiment. Du bâtiment, de la restauration. D'accord ? Donc, et l'agriculture, et l'agriculture. Et ça,
Moi, excusez-moi, mon enjeu- attendez, j'ai pas envie de de par mon expérience, Oui. on exporte très peu de Français à l'étranger dans ce 300 cadre. 000. Non mais en termes de travailleurs détachés, je pense que les Français qui sont à l'étranger, il y en a, ce sont plutôt dans des secteurs à haute valeur ajoutée, où là, à C'est mon pour ça avis, que la je vous dis- concurrence... Mais oui, mais c'est pour ça que vous opposez deux secteurs. Moi, j'ai envie que les deux secteurs aillent bien. Bah oui, mais moi mon but, c'est pas que les deux secteurs soient en concurrence, pas du tout. Laissez-moi, ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, l'enjeu, c'est de créer de l'emploi, point barre. Ici, c'est pas de remettre en cause. C'est ça pour moi l'enjeu, c'est pas qu'il y ait un emploi pour un travailleur détaché, une personne sur place, c'est pas ça mon enjeu. Mon enjeu c'est de créer beaucoup plus d'emplois en France. Et donc c'est pour ça que je voudrais revenir aussi, parce qu'il y avait 3 questions, il y avait l'ubérisation de la société, qui avait été très bien vue et qui avait été appréciée, etc. Alors moi je vous dis, je suis hyper convaincue que c'est plutôt, effectivement c'était plutôt une bonne nouvelle, comme vous l'avez dit, ça permet d'avoir un premier emploi, etc. Ensuite viennent les abus. Parce que ce dont vous parlez, c'est pas d'un secteur, hein. Vous parlez d'un employeur. On parle d'Uber. C'est même devenu le Oui, verbe. mais c'est parce que c'est celui qui Mais symbolise... oui, mais parlez aux gens qui travaillent avec le cab, ou parlez aux gens qui travaillent avec chauffeur privé. Ils n'étaient pas en train de faire grève, hein. Ils n'étaient pas en bas du siège social. Ah non, ils ne sont pas du tout traités de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes charges, ils n'ont pas le même salaire, ils font pas une course à 3 €, hein. Ça n'existe pas. Donc moi, il y a 2 choses. Ubérisé, c'est la concurrence. Donc moi, je dis aux chauffeurs, mais c'est un nouveau secteur qui est en train de se développer. Partez, allez travailler avec des gens qui vous traitent correctement, allez travailler au cab. Voilà, qui est chez chauffeur privé. Et la deuxième, il y a 3 ubérisations, moi, je vais vous dire. 2, il y a le consommateur. Moi, je n'utilise plus Uber. J'ai décidé de ne plus utiliser Uber. Pourquoi ? Parce que moi, je suis consommateur, j'ai un pouvoir entre mes mains qui est d'aller utiliser la concurrence, d'aller utiliser les gens qui respectent les gens avec qui ils travaillent. Donc moi, je ne sais pas si vous travaillez pour Uber, mais je n'ai plus Uber sur mon téléphone. Parce que je me respecte. 3e ubérisation, à laquelle on ne pense pas souvent, c'est quoi ubérisé, hein ? C'est Uber qui appartient pas à 3 personnes dans un siège social, c'est Uber qui appartient aux chauffeurs. Hein. Mais pourquoi pas ? Quand les chauffeurs, si vous vous sentez maltraité par votre employeur, mais vous êtes puissant. Si vous êtes 10, 20 ou 30, mais partez, c'est vous la force de frappe de l'entreprise. Hein. Donc pourquoi vous partez pas ? Et vous allez créer vous-même un Uber collectivisé. Mais moi je le dis souvent, je dis, mais vous êtes puissant, la force de l'entreprise, c'est vous. Vous allez voir quelle réaction ils vont avoir quand vous dites, en fait nous, on est 20 voitures, sans nous vous ne travaillez pas. Et nous on part et on va créer notre entreprise. C'est ça ubérisé. Donc pour moi, il y a 3 leviers d'action, en plus du levier fiscal dont on a parlé. Donc Mouloud Medjaldi, élu sur la ville de Montfermeil, donc dans l'opposition. Je suis en marche depuis 4 mois. Animateur et voilà, j'ai à peu près dans mon comité une vingtaine d'adhérents. Donc moi je voulais rebondir sur 2 choses. La première par rapport à ce que vous avez évoqué en termes de discrimination, parce qu'aujourd'hui nous, on le vit sur la ville de Montfermeil au quotidien avec un maire qui s'appelle Xavier Lemoine, que tout le monde connaît. Et aujourd'hui on a à peu près 25 personnes ou 25 enfants qui ne sont pas scolarisés, ce prétexte que ces enfants-là sont juste hébergés chez leurs parents ou leurs grands-parents. Chez leurs grands-parents plutôt. Parce que voilà... c'est juste pas possible en disant que Xavier Lemoine dit c'est des petits enfants, enfin c'est petit. Moins de 16 ans. Moins de 16 ans, c'est 4 ans, 5 ans, voilà. Contre il la loi. Il y a même une gamine qui a eu la une du journal parisien il y a 2-3 semaines où, parce que la maman est revenue à la maison, elle a divorcé, malheureusement c'est des choses qui arrivent tous les jours, et le maire il trouve que, voilà, ce prétexte qu'elle revient à la maison, elle est hébergée chez ses parents, donc l'enfant ne peut pas être scolarisé sur la ville de Montfermeil. Ça c'est flagrant, donc alors moi j'ai même évoqué ça avec les instances de hier au QG de Emmanuel Macron, voilà, au QG d'Emmanuel Macron. La deuxième chose que je voulais rebondir, ce qu'il avait dit à Armel, et moi je le rejoins parce que je suis même un chef d'entreprise. Et en termes de cotisations, quand on voit par exemple un chauffeur, un transporteur qui arrive de Roumanie ou qui arrive des pays de l'Est, et je suis désolé, il peut travailler à moins de 10 € l'heure, mais les cotisations ne sont pas pareilles parce que l'employeur et l'employé, il peut se permettre de le payer moins cher. Et parce que les cotisations sont très basses. Et d'ailleurs, il y avait même à la télé où j'ai entendu un candidat, et j'espère que c'est Emmanuel Macron, ça me revient pas, j'espère que c'est Emmanuel Macron qui avait dit ça, donc il disait que les cotisations devraient être payées dans le pays dans lequel on travaille. Ça veut dire si un chauffeur de Roumanie,
s'ils travaillent en France, devraient payer les cotisations en France. Et moi, je trouve que peut-être que ça serait une très bonne chose à faire. Et là-dessus, on pourra peut-être en discuter. Voilà. Je comprends très bien la mise en compétition. L'enjeu, c'est de créer plus d'emplois, pas qu'il y ait 2 personnes qui se battent pour un emploi. En fonction. Et je vais vous dire, est-ce que vous savez le taux de chômage qui est lié aux délocalisations d'entreprises? C'est moins de 10%. Le taux de chômage, c'est-à-dire le chômage qui est lié aux entreprises qui partent parce que les travailleurs sont moins chers ailleurs, c'est 10%. Si vous demandez à plein de gens ici, ils vont dire 50, 60, 90%. Pas du tout. Donc encore une fois, on en revient aux mêmes enjeux. La nouvelle économie, la formation, les emplois de demain. Vous voyez, moi par exemple, je vais vous donner un exemple concret. J'ai reçu une étude avant-hier sur ce qu'on appelle les Fab Labs. Les Fab Labs, c'est des endroits où en fait on met des imprimantes 3D, des choses comme ça, etc. Il parlait des nouveaux emplois liés à ces lieux. Donc vous en avez un qui est à la Courneuve, qui est un incubateur. Et donc c'est ce qu'on appelle des Fab Labs. Donc celui de la Courneuve, il est génial, hein. C'était des métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans. Et mieux encore, c'était des métiers qui n'étaient pas rémunérés. Aujourd'hui, les métiers de ces endroits-là, à 75% sont rémunérés. Moyenne d'âge, 27 ans. Des jobs qui n'étaient pas disponibles il y a 10 ans. Donc c'est tout le problème, encore une fois, c'est de penser que une fois qu'un job est pris par quelqu'un d'autre, il n'y en a pas d'autre qui va être créé. L'enjeu, c'est d'en créer et de penser à ceux de demain. Et aussi, moi, je pense qu'il y a un enjeu. Quand je vous ai dit, encore une fois, 10% du taux de chômage est lié aux délocalisations, on fait quoi sur les 90% du reste? C'est ça l'enjeu, parce que l'enjeu fiscal, il est là. L'harmonisation fiscale européenne, c'est un enjeu, mais moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est les 90% d'autres, c'est sûr et certain. Donc, ce que je veux dire, moi, je comprends, parce qu'ici, c'est ressenti fortement, mais l'enjeu pour moi, c'est de créer plus d'emplois et de penser aussi aux emplois de demain. Maintenant, on va changer de cadre. L'Afrique, ici, est très présente, d'accord. Qu'est-ce que nous on dit oui à la France? Donc moi je dirais j'ai mon père qui est français et ma mère qui est congolaise. Okay, donc la France Afrique, on dit oui à ça. Par contre la France Afrique, comme on l'a connue après la décolonisation, on n'en veut pas. Et donc là-dessus, clairement, qu'est-ce que le candidat Macron? J'ai vu que ça faisait partie de son 6e chantier. C'était l'international, que vous appelez ça, où il disait que l'Afrique, il allait entrer dans une nouvelle phase de collaboration. Mais concrètement, comment ça va se passer? Comment ça se matérialise? Parce qu'on a connu l'Afrique où effectivement les gens collaboraient, mais dans un rapport 99-1% pour l'Afrique. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on met en place comme outil, est-ce qu'on travaille avec les mêmes autorités? Est-ce qu'on incite entre guillemets à la fin du franc CFA par exemple? Parce que le franc CFA pose la question de la souveraineté de ces pays. Puisque les pays qui sont dans la zone franc CFA, aujourd'hui, n'ont toujours pas la souveraineté puisque c'est la France qui fixe la parité. Et en échange, ces pays envoient leurs réserves ici. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce fonctionnement-là. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Quel est le positionnement du candidat dessus? Sur la fin de la France-Afrique, comme on l'a connu pendant des années... Non, mais ça peut être un détail de le redire, mais il faut le dire quand même, parce que c'est important. C'est pas un détail. Hein. C'est pas un... Non, mais ce que vous deviez la dire, il a dit machin. Non, il a été le dire. Il a aussi été dire effectivement qu'il fallait créer un autre rapport, un rapport beaucoup plus dans la collaboration, pas du 99-1%. Il a aussi parlé, vous voyez, par exemple, il s'est fait beaucoup tacler parce qu'il veut créer une chaîne de télévision en fait méditerranéenne entre vous et nous, mais pour qu'on sache en fait qu'on ne lit pas seulement l'Afrique à la France-Afrique, mais qu'on ait aussi une autre vision de l'Afrique, une autre vision aussi voilà, pour développer le média là-bas, pour développer en fait vous voyez il y a un Arte pour la relation franco-allemande qui est partagée, et on voudrait en fait une chaîne sur notamment aussi l'équivalent de Arte, mais pour le lien en fait méditerranéen entre la France et l'Afrique. Et lui effectivement il a dit l'enjeu c'est le développement de l'Afrique. L'enjeu, c'est le développement et la collaboration, et un enjeu économique, mais ça sera à vous. Alors, moi, alors peut-être pour donner un axe un peu plus précis, parce que si je vous pose la question en ces termes, c'est que j'ai un exemple. Si je prends par exemple les anciennes colonies anglaises,
au sortir de la décolonisation, les Anglais, ils ont créé ce qu'on appelle le Commonwealth. Ouais. Non, mais justement, partons de ça. C'est que quand les Anglais sont partis, ils ont laissé sur place des mécanismes qui ont permis à ces pays de continuer à avancer. Et dans le cadre du Commonwealth, on est rentré dans un rapport gagnant-gagnant. C'est pour ça que quand vous prenez l'Afrique et que vous partagez entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, vous n'avez pas du tout les mêmes mécanismes de développement qui sont en jeu. Maintenant, nous, en France, on a la francophonie. Qu'est-ce que la France, et donc le futur candidat, entend faire pour que, à l'image un peu peut-être de ce qui est fait avec la francophonie, avec le Commonwealth, on puisse tisser des rapports vraiment, j'allais dire, forts, au-delà de la langue, de façon à ce que... Mais vous parlez de collaboration économique, là. Bien sûr. Mais ça, de toute façon, lui, il l'a dit, il veut absolument vraiment favoriser. Il y a quand même une allégeance qui a été faite à la reine d'Angleterre et je ne pense pas que les pays d'anciennes colonies françaises auraient accepté le même partenariat. Alors effectivement, il y a un partenariat économique, mais un fort partenariat culturel, etc. Certains pays, le Maroc en fait partie, n'auraient jamais accepté un autre représentant au niveau... Non mais c'est important de dire symboliquement, c'est super important. La colonisation, c'est quand même très très touchy comme sujet. Alors évidemment, il y a des partenariats économiques. Il y a la francophonie déjà au niveau de la langue, mais aussi au niveau économique, il y a des partenariats privilégiés avec les anciennes colonies. Maintenant, effectivement, il y a une problématique. Je ne pense pas que le modèle anglo-saxon soit le meilleur, mais je pense qu'il faut créer un modèle ou continuer dans le modèle qu'on a créé nous, parce que la France a quand même accepté beaucoup de choses et une autonomie des pays qui est beaucoup plus importante que celle du Commonwealth. Je pense qu'il y a un enjeu qui est important, mais pas le même en tout cas. Oui, c'est pour ça que c'est marrant que vous ayez pris l'exemple du Commonwealth. Non, mais ce que tu as tout de suite dit, c'est pas le modèle. Donc c'est pas du tout nous ce qu'on a envie de projeter pour les 10 prochaines années. Je ne rentre pas dans le débat parce que, je ne rentre pas dans le débat, ça on fera une aparté. L'allégeance à la couronne, c'est dans le cadre de dire que on reconnaît que la reine d'Angleterre est, entre guillemets, le chef du... Mais si on regarde le développement économique de l'Inde, du Pakistan, du Ghana, du Kenya, de l'Afrique du Sud, etc. Je veux dire, c'est des pays que je vous cite, ce sont des anciennes colonies anglophones. De l'autre côté, je vous mets en face le Congo, le Togo, la Côte d'Ivoire, l'Algérie. Non, mais vous voyez bien comme le sujet est complexe. Vous faites même la différence entre l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, etc. Donc vous voyez comme le sujet il est complexe. C'est même dépasser un passé. Dépasser un passé, ça passe par pouvoir se dire les choses comme ça. Et un développement économique sans hypocrisie, sans tout ce dont vous parliez. Et ça, c'est l'enjeu qui est essentiel. Mais vous voyez bien, dès qu'on arrive sur ce sujet-là, mais c'est un sujet qui est extrêmement... Mais bien sûr. Et je pense même, vous voyez, c'est marrant parce que vous n'en avez pas parlé, mais j'étais avec une association des quartiers à Bordeaux. Et il y a un sujet qui est beaucoup revenu, c'est l'enseignement. dont on n'a pas parlé là. Sujet essentiel. Hein. Comment vous parlez de l'enseignement de l'histoire. Absolument. Et c'est le premier sujet qui est revenu. Quand j'étais. Mais c'est clair. Parce que mais je ne vous dis pas que je suis surprise, je vous dis que je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est-à-dire que c'est essentiel. Et nous, on l'a dit là-dessus. Pas d'angélisme, il faudra vraiment revenir. Et c'est marrant parce qu'on a parlé d'éducation. Et eux, quand j'étais en association avec eux, c'est le premier truc. Éducation, enseignement, comment vous allez enseigner cette période? Qu'est-ce que vous allez dire de cette période? Et l'emploi. C'était les 3 points, mais l'enseignement était essentiel. Et c'est là, moi je suis désolée, je ne sais pas du tout si vous avez été dans ces sujets avec l'équipe que vous avez reçue le 22 mars, mais ils disent des trucs qui sont incroyables sur l'enseignement de cette période-là. Ah bah je suis désolée, alors... je veux dire, c'est... Mais nous, on est là justement pour... On est là pour justement bah ouais, mais alors moi, je suis échanger pas désolée, et entendre les gens. Je suis horrifiée, quoi. Donc, bien sûr. Là, je veux bien que vous ne soyez pas politisés, mais c'est effarant quand on dit des choses comme ça. Donc l'enjeu d'enseignement, je comprends très bien que vous respectiez une neutralité, mais on peut se dire, c'est quand même incroyable ce qu'ils proposent à ce niveau-là. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils nous disent là, j'allais dire, au moins, quelque part, ils ont
l'honnêteté de nous le dire. Parce qu'il y a d'autres gens qui vont pas le dire, mais qui vont penser exactement la même chose. Ah bah non, Et- nous on le dit pas. Nous on le dit pas et on le fera pas. On ne fera pas cet enseignement-là de l'histoire. Ah non mais alors moi je vous invite, si vous n'avez pas écouté cette émission, c'est bête parce que cette émission est passée complètement à la trappe. Emmanuel Macron il a pris 1h30 pour aller à France Culture, qui est pas, bon c'est pas le plus truc le plus mainstream, pour parler de l'histoire et de sa vision de l'histoire et comment on allait enseigner l'histoire à l'école. Ouais, France Culture, et l'émission s'appelle, est-ce que tu peux retrouver, ça s'appelle en fait ça s'appelle l'histoire, je vais vous retrouver, ça a été diffusé le 7 mars. Et c'est très dommage, tu sais, parce que Zinem, il faut absolument qu'on fasse un truc. Cette émission-là, ça fait 3 fois que je la recommande. Parce que j'ai été voir, j'étais avec En Marche Alger, ça revient très souvent aussi, ce sujet-là. Et en fait, je trouve, mais vous m'y faites penser, je trouve qu'il faut qu'on ressorte sur ces sujets-là, parce qu'on est très clair, on n'a pas du tout le même discours des gens que vous avez vus il y a 3 semaines, et c'est un sujet qui est essentiel. Là, je parle en tant que franco-algérien. Et je salue le courage d'un homme politique tel que Emmanuel Macron de dire ce qu'il avait dit, que la colonisation c'était un crime contre l'humanité, parce que dans le passage, moi je sais de quoi je parle, parce que mes parents ont vécu la guerre, et il ne peut pas avoir un enjeu économique entre les pays d'Afrique et la France s'il n'y a pas cet pacte d'amitié, cette une reconnaissance des deux côtés. On ne peut pas avancer. Parce que moi, je peux vous dire que le regard des Algériens aujourd'hui envers les Français n'est pas le même. Parce qu'aujourd'hui, les Algériens ne regardent pas les Français comme avec une haine. Loin de là. Par contre, de ce côté, certains gens et certains Français regardent la chose autrement. C'est pas parce qu'il va avoir un pacte d'amitié qu'il va avoir autre chose. Sachant qu'aujourd'hui, quand je vous dis ça, il y a les frontières, entre les frontières tunisiennes-algériennes, vous savez, la ligne Charles et Maurice n'est pas encore déminée jusqu'aujourd'hui. Il y a des bombes aujourd'hui qui éclatent jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact s'il n'y a pas cette collaboration entre les deux parties et cette réconciliation qui peut nous faire avancer? Et nous, aujourd'hui, nous sommes les enfants des divorcés. On a papa et on a maman et on ne sait pas où aller. En fin de compte, on veut que maman et papa ils soient bien et nous, on est au milieu. Parce que, vous savez, les massacres de Reggane aujourd'hui dans le désert algérien, les essais nucléaires parlent d'eux-mêmes. Bien sûr. Et aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse. Bien sûr. Je ne dis pas reconnaître ça, c'est payer. Mais moi, je rejoins tout à fait Emmanuel Macron là-dessus et je salue son courage politique de dire ça. Vous savez, c'est à partir de là qu'on peut construire. Emmanuel Macron, il a 39 ans. 39 ans. Il n'a pas connu la guerre. Donc, il est plus libre pour cette réconciliation-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec vous, ce qu'il a dit sur la colonisation. Moi, j'ai trouvé ça très fort. C'est le seul qui l'a fait. C'est le seul. Il a 39 ans. Il n'était pas là à la fin de la guerre d'Algérie, etc. Donc, il est plus libre pour dépasser ce passé. Absolument. Et moi, j'ai trouvé ça très fort. Et j'étais très fière. Enfin, je veux dire, personne. Alors après, vous pouvez dire, après, vous savez ce que c'est. Les gens étaient sur l'appellation même de crime contre l'humanité, etc. C'est pas ça. C'est pas ça le problème. C'est reconnaître nos fautes. C'est reconnaître. Mais bien sûr. Mais ça, je vous parle pour revenir au candidat et après. Le fait qu'il ait 39 ans, qu'il ait 40 ans, qu'il soit un peu dépassionné de ces débats, je trouve que c'est important aussi pour être plus, pour aller sur une nouvelle relation et réconcilier papa et maman. Tout en restant sur l'histoire, d'une certaine manière, on va rentrer dans une logique un peu plus guerrière, puisque de toute façon, dans le Parisien d'aujourd'hui, j'ai vu que Emmanuel Macron disait qu'il était un guerrier. Ouais, mais pas dans ce cadre-là. C'est vrai, c'est la une. C'est la une du Parisien aujourd'hui. Montré. Non mais vous savez d'où c'est sorti? C'est sorti. Non mais alors en plus c'était pas du tout sur la thématique défense et tout. C'était est-ce que vous doutez quoi? Est-ce que vous machin? Et puis il dit bah moi je me couche en me doutant mais je me réveille comme un guerrier quoi. Bon. Non mais aucun rapport avec le sujet. Hein. Non mais bon, ça me permet d'enclencher sur ce sujet de la guerre et des conflits, des théâtres de conflits. Donc la France aujourd'hui est engagée au Mali, en Syrie, en Libye. Peut-être demain, avec l'allié qu'on a, et là on va aussi parler de la question de l'allié américain, le nouvel allié donc Trump, quelle sera la forme d'alliance qu'on conservera avec les États-Unis, puisque aujourd'hui on voit que Trump a été capable d'aller unilatéralement sans attendre une décision de l'ONU. C'est ce qu'on avait demandé à Obama en 2013, hein, je vous signale. Donc là-dessus c'était plutôt raccord avec ce que nous en 2013,
on était prêt. Il y avait une ligne rouge qui avait été mise, qui était l'utilisation d'armes chimiques. Nous, alors là, moi je reconnais à François Hollande, là pour le coup, d'avoir dit on y va, avec la ligne rouge qui avait été vraiment calée avec les États-Unis. Et là, c'est pas nous qui avons fait défaut, effectivement, c'est le partenaire américain. C'est Barack Obama, on lui a suffisamment reproché de finalement dire on n'y va pas. Donc nous, ce qu'on dit... Là, Trump, il y va seul. Il y va seul, sans et c'est là ce que j'allais vous dire. Nous, on l'a dit, on est pour intervenir. Moi, je pense que la ligne rouge a été franchie depuis longtemps. Vous savez très bien ce que nous on pense. On n'est pas les amis de... Enfin, c'est pas chez nous que ça se passe. Les copains ni de Assad et de Poutine, c'est pas nous. Vous allez voir les trois autres, si vous voulez. Mais nous, là-dessus, on est raccord depuis le début. Et en plus, au-delà de ça, on n'a pas vraiment de fascination pour le personnage qu'est Vladimir Poutine. Donc nous, on l'a dit. Nous, ce qui nous dérange, c'est l'intervention seule. C'est l'intervention unilatérale qui n'est pas faite dans un cadre de droit international. Mais nous, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut aller. Il l'a dit très bien. Moi, il a dit... Il dit pas que des bêtises. Et quand il dit des choses bien, j'aime bien les dire. Il a dit, nous, on a un ennemi, c'est Daesh. Mais le peuple syrien, il a un ennemi, c'est Bachar el-Assad. Donc ça, c'est deux dynamiques qu'il faut traiter. Donc, sur les frappes américaines, le problème, c'est les frappes unilatérales, décidées seules. Nous, on est pour le faire dans un cadre d'un mandat. Mais ce que je veux dire, c'est important parce que nous, là-dessus, moi, je pense qu'en 2013, on aurait dû y aller. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que François Hollande a tout de suite réagi sur les frappes américaines en disant... Maintenant, il faut le récupérer en mandat international. Sur les théâtres d'opération internationales, donc nous, comme vous le savez, on va porter le budget de la défense à 2%. Nous, il s'est exprimé, je crois que c'était avant-hier, où il y a 3 jours là-dessus. Pour nous, il y a plusieurs chantiers. Il y a le chantier de la défense, il y a le chantier des théâtres d'opération, et puis il y a la cybersécurité, la cyberdéfense. C'est vraiment devenu un secteur, vraiment une partie en soi extrêmement importante. Donc nous, encore une fois, je ne veux pas faire la politique politicienne, j'aime pas ça, mais ceux qui ont détruit les renseignements français, c'est pas François Hollande, c'est vraiment le mandat Sarkozy. Ils ont empêché les collaborations, ils ont détruit les renseignements généraux. Donc nous, on veut donner des moyens aux renseignements généraux, on veut développer même ce qu'on appelle une task force cyber, c'est-à-dire ça sera vraiment... Pensez-le comme une armée cyber, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui fera du renseignement. Ce sera comme, finalement, vous avez la défense actuelle française et l'armée cyber qui sera là. Donc nous, là-dessus, on est vraiment dans sécurité, prévenir, numériser, c'est-à-dire vraiment que c'est un combat numérique aussi de cet enjeu-là. Et effectivement, sur le théâtre, je ne sais pas si c'était là-dessus, parce que vous avez parlé des frappes américaines, sur le théâtre d'opération et notamment le conflit syrien, nous, on est très clair, on veut un mandat international pour pouvoir agir. Et évidemment, Bachar el-Assad ne fait pas partie de l'avenir de la Syrie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Mais vous voyez bien comme c'est compliqué. Et en plus, ça, c'est compliqué depuis 2013. C'est ça qui est dramatique. Bien parce sûr. que finalement... Aujourd'hui, on voit qu'il y a des déplacements, il y a des conséquences. C'est des déplacements de population derrière. L'Allemagne, d'un côté, elle a accueilli 1 million de réfugiés. Et j'aime bien cette phrase de Michel Rocard qui disait que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit y prendre toute sa part. Voilà, mais elle doit y prendre toute sa part. Et donc nous à ce jour, la France, elle a pris que 25 000 réfugiés. Donc que dit là-dessus le candidat Macron? Vas-y, d'abord si tu veux. Oui. Je pense que sur ce sujet-là, il a été clair, et on lui a même reproché d'être proche d'Angela Merkel par rapport à ça. Sur le principe des réfugiés qui fuient la guerre, notamment les Syriens, il a pas fixé de quota. Il a dit que pour lui déjà 25 000 c'était peu, mais lui il y revient par rapport à l'Europe, la construction européenne, et il pense que c'est au niveau européen que ça doit se régler et que la répartition doit être plus importante. Et il assume complètement l'accueil des réfugiés syriens. Moi, franchement, il y a plein de sujets, que ce soit l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord ou d'autres coins du monde. Mais avec l'exemple de l'Algérie, par exemple, c'est là qu'on voit vraiment la personnalité d'Emmanuel Macron. Parce que au niveau des jeunes, de l'emploi et tout, on voit bien que lui, il est dans un truc de non-assistance et de se prendre en main
et de mettre vraiment en valeur la diversité de la France et d'assumer. De la même façon, au niveau de l'histoire, il est pour aussi assumer, puisque par rapport à l'Algérie, ce qu'il a pu dire en Algérie, il aurait pu faire comme beaucoup le font d'hommes politiques, venir en France et dire non, ça a été mal interprété, ou on m'a un peu obligé, ou on a détourné. Il a assumé. Lui, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à son âge aussi, mais la réconciliation. C'est-à-dire de dire, voilà, il y a eu des douleurs des deux côtés, au niveau du peuple algérien, bien entendu, mais aussi au niveau des pieds noirs et au niveau des... voilà. Et je pense que pour l'Afrique subsaharienne, c'est pareil, on a l'exemple du Togo, il y a plein de pays, mais je pense que de la même façon, il assume. Et il est dans un rapport de gagnant-gagnant. C'est ça la richesse et la nouveauté qu'on a avec ce candidat. Parce que beaucoup disent... aujourd'hui, on peut dire tout et n'importe quoi. Mais quand déjà, tu as un homme politique, et pas des moindres, qui veut être président, j'espère qu'il sera président, qui assume complètement, qui dit, écoutez, que ce soit l'Afrique subsaharienne, que ce soit l'Afrique, que ce soit les États-Unis, que ce soit n'importe qui, on sera dans un rapport d'indépendance et en même temps, on tient compte, puisque tu parlais de la France d'aujourd'hui, par rapport à la diversité, on a 90 nationalités. Moi, des conflits, que ce soit par exemple, on a une communauté turque très importante, kurde aussi très importante. Des fois, je me retrouve dans des cafés-débats, des discussions où il faut un peu trancher. Et je pense que sa position centrale, moi, je pense que c'est ça qui est important, et d'assumer des deux côtés et de dire, écoutez, voilà, il y a eu des erreurs, mais aussi de l'autre côté aussi, il faut comprendre pourquoi de l'autre côté on réagit comme ça. Je pense que c'est important aujourd'hui ce rapport, qui n'est pas un truc de paternaliste, de dire, écoutez, il y a eu ce qu'il y a eu, on assume, tout ça et tout. Je pense que c'est important. Après, le point quand même qui est important, parce que tous les candidats dont on parle, qui sont plus ou moins favoris, j'aime pas trop ça, mais c'est un peu ce dont on parle, ça fait plus de 30-40 ans qu'on les entend et qu'on les voit. Et on a vu, ils étaient en responsabilité. On parle de François Fillon, mais aussi on peut parler de Jean-Luc Mélenchon, qui a aussi été ministre, qui a été sénateur de la République. On peut parler de Benoît Hamon, qui a été député, tout ça et tout, donc, et qui a été ministre. Donc aujourd'hui, il y a à peine 4 ans, avant qu'il rentre à l'Élysée, personne ne connaissait Emmanuel Macron. Il a été conseiller à l'Élysée et depuis 2 ans ministre de l'économie. Alors effectivement, je pense qu'au niveau du bilan économique, il y a peut-être des choses où on ne voit pas encore les résultats, mais il y a eu quand même voilà. Et aujourd'hui, exactement. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est historique. On a l'exemple, effectivement, Matteo Renzi en Italie, malheureusement ça n'a pas marché, mais pour des raisons diverses, parce que la configuration politique en Italie est différente. On a l'exemple au Canada aussi, où on voit bien la dynamique. Et aujourd'hui, je pense qu'avec Emmanuel Macron, à un moment donné, il faut lui donner une chance, comme on l'a fait pour les autres, pour Chirac, pour Mitterrand. Il faut aussi, à un moment donné, l'aider à être en responsabilité, parce qu'il a un programme vraiment qui répond à nos problématiques. Et je pense qu'on sera... Nous, c'est ce qu'on fait. En tout cas, nous, encore une fois, là, on est là ce matin. Ouais. Depuis maintenant près de plus d'un mois, on est en porte-à-porte. Avec beaucoup de gens, on échange sur différentes thématiques. L'éducation, l'économie. Et donc, j'espère que vous relirez tout ce qu'on a pu dire. Je voudrais revenir sur l'immigration, parce que c'est important. Le premier à avoir dit... Ouais, moi, il faudrait, juste dans 5 minutes, il faudrait que je parte, mais juste sur l'immigration. C'est quand même le premier à avoir fait une tribune en disant merci à Angela Merkel. Elle a fait le job, elle a représenté les valeurs européennes. Vous voyez, moi je déteste quand on dit qu'Emmanuel Macron il fait du populisme light. Le populisme, c'est pas défendre l'Europe et défendre l'accueil des réfugiés et des immigrés. C'est pas ça, le populisme, c'est l'inverse. Donc lui, c'est le premier à avoir dit, elle a fait le job, elle a sauvé l'honneur de l'Europe. Elle a accueilli... Alors effectivement, la situation allemande et la situation française n'est pas la même. On n'a pas la même situation démographique, c'est ça la vérité. Mais l'Europe, elle a un problème... Moi, je pense que l'immigration, c'est une chance. Et il l'a dit, c'est une chance, c'est une opportunité. Le problème, c'est qu'on s'est fait confisquer ce sujet et que donc il est devenu irrationnel. Est-ce que vous savez combien il y a d'immigrés qui arrivent en France par an ? 200 000. C'est 0,03% de la population française. Et on nous parle d'invasion. Et on nous parle... Non mais vous imaginez, oui, mais il faut le dire ça. Il faut le dire parce que la peur, ça nous rend fous. Vous comprenez ce que je veux dire ? La peur, la haine, ça rend les gens fous. Ils deviennent dingues. Et moi, je me bats à l'intérieur de l'équipe. Je dis, mais dites-le, bon sang. Dites-le que c'est une chance. Dites-le que quand on reçoit 200 000 immigrants pour 67 millions de Français, c'est 0,3%. Et dites-le que c'est une chance parce que l'Europe, elle est plutôt vieillissante. La dynamique ici, elle est plutôt vieillissante. Nous, d'ici 2050, l'Europe en entier, elle perd 100 millions d'habitants sans l'immigration. Et ça veut dire quoi l'immigration ? Ça veut dire plus de dynamisme
économique, culturelle, de la création d'emplois. Vous savez, alors moi, je ne connais pas les statistiques françaises parce qu'elles sont illégales. Mais aux États-Unis, toutes les statistiques ethniques sont légales. Donc moi, j'ai habité pendant 6 ans dans un pays où j'avais ça chaque année. Le groupe le plus entrepreneurial des États-Unis est le groupe qui n'est pas né aux États-Unis. Plus de 55% des startups ont un cofondateur immigrant. Et donc, alors c'est une autre culture, la culture anglo-saxonne, mais nous, on n'a pas ces statistiques-là. Mais moi, je me dis, mais bon sang, les Français, ils n'imaginent pas ça. C'est quand je vois certains directeurs, patrons du MEDEF qui disent, oui, on va pouvoir apprendre aux immigrants et aux réfugiés l'entrepreneuriat. Mais je dis, mais c'est eux qui vont peut-être apprendre l'entrepreneuriat, je pense. Parce que ça, c'est une vérité. Donc, moi, je pense là, il faut le dire. Lui, il a dit, Emmanuel Macron, il a dit, nous, on n'a pas fait le job, 25 000, on n'a pas fait le job. Et en plus, on n'a pas su raconter les belles histoires qui allaient avec. Parce que finalement... Non, mais aussi, je voulais vous dire, en plus, il y a cet imaginaire qui est que... Et ça, c'est la lutte des haines et des peurs. S'ils viennent, ils nous prennent notre job. Mais c'est faux. Tout le monde vous le dira, l'immigration, ça ne fait pas du tout augmenter le chômage. Bien au contraire, ce qui est compliqué, c'est quand on complique leur intégration. Là, on arrive sur la fin. Donc, un petit mot de conclusion. Je vous laisserai 30 secondes chacun pour conclure. En tout cas, je voulais... la parole. Je voulais encore vous remercier. Moi, j'ai été très heureuse de parler. Non, mais vous avez raison. La première chose que vous m'avez dit quand je suis arrivée, c'est bien que vous veniez jusqu'ici. Et ben, vous avez raison. En espérant que la fin de cette campagne ne soit plus en marche, mais au sprint pour les résultats du premier tour. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro du Café Citoyen. Salut!